Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui, quels sont les défis de l'évaluation d'impact avec le cas des politiques environnementales ? France Stratégie poursuit son cycle de 6 séminaires sur l'évaluation d'impact des politiques publiques en partenariat avec différents laboratoires de recherche et institutions. Cette 6e et dernière séance est consacrée aux politiques environnementales et aux défis associés à l'évaluation de leur impact. Seconde session, les défis des évaluations d'impact, animée par Isabelle Vincent, rapporteure à la Cour des comptes, avec un exposé introductif de Dominique Bureau, délégué général du CEDD, en présence de Frédéric Zeguel, analyste des politiques publiques à la division des performances et de l'information environnementale à l'OCDE, Philippe Ledinvic, président de l'autorité environnementale, Julie Subervi, chargée de recherche à l'INRA, et Julien Perdrija, directeur de cabinet de Jean-François Caron, maire de Los-Angoël. Donc bonjour à tous, on va démarrer la deuxième session de cet après-midi. Donc moi je suis Isabelle Vincent, je vais animer cette table ronde. Donc ce matin, en première partie d'après-midi, vous avez eu un peu la Rolls-Royce des évaluations d'impact des politiques environnementales. Donc on va essayer de voir maintenant si c'est toujours aussi simple et on va se poser la question un petit peu de quels sont les défis de leur mise en œuvre. Alors peut-être juste une petite précision en début de séance. L'évaluation d'impact dans le domaine de l'environnement, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Ça peut recouvrir l'évaluation ex-ante telle qu'elle est pratiquée dans l'analyse socio-économique. Ça peut recouvrir l'étude d'impact environnemental au sens réglementaire. Ça peut recouvrir les études d'évaluation ex-post, qu'elles soient quantitatives, comme celles qu'on a vues dans la première session, ou alors plus qualitatives, avec des enquêtes, comme ça a été également évoqué. On va s'autoriser à parler de tout ce type d'évaluation. Et par contre, on va essayer d'avoir un angle d'analyse sur différentes questions que leur mise en œuvre et leur pratique posent. Et donc, on va essayer d'analyser un certain nombre de défis de cette mise en œuvre. Alors, parmi les premiers défis, à savoir un peu quelles sont les spécificités des politiques publiques environnementales, et donc quelles précautions méthodologiques est-ce qu'il faut prendre pour traiter de l'impact des politiques environnementales. Et donc, pour ce faire, je vais donner la parole à Dominique Bureau, qui est donc le délégué général du CGEDD, et qui va nous parler justement de ces spécificités méthodologiques des politiques, de l'évaluation d'impact des politiques publiques environnementales. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, je vais essayer de dire quelques mots, au fond, pour expliquer les besoins particuliers, les difficultés particulières qu'on rencontre quand on fait de l'évaluation économique dans le domaine des politiques de l'environnement. Alors, la première et puis ensuite, j'essaierai de montrer qu'on a maintenant des méthodes opérationnelles et de vous dire quels sont pour moi les principaux obstacles. S'agissant des besoins particuliers, je vais comme tout de suite aller au fait. Je vais insister sur les politiques environnementales sont des politiques qui sont particulièrement conflictuelles. Quand on fait un projet d'infrastructure de transport, au fond, tout le monde est un jour un peu contribuable et un peu utilisateur des transports publics. Et donc, les arbitrages sont moins séparés. Quand on fait des politiques environnementales, et c'est un peu comme ça que ça se présente au moins dans le débat public, il y a les pollueurs contre les pollués. Et donc, le débat est beaucoup plus aigu. La deuxième chose, c'est la nature des politiques. C'est que si je reprends mon exemple d'infrastructure de transport, c'est un projet public, on va mettre des euros publics, et puis il va y avoir un opérateur public qui va avoir un certain trafic. Donc on reste dans la sphère publique. Là, les politiques environnementales, c'est changer des comportements d'agents privés. Donc des agents, aussi bien les coûts des efforts d'abattement, ils seront faits par le secteur privé, et les comportements polluants seront, et les avantages environnementaux seront souvent aussi diffus. Donc c'est assez différent. Donc c'est des instruments particuliers, souvent des instruments nouveaux. Alors il y a des instruments qui ne sont pas nouveaux, c'est l'utilisation de réglementation, et donc l'évaluation des politiques environnementales, ça va être l'évaluation du coût des réglementations et des bénéfices des réglementations, mais ça va être aussi, comme ça a été présenté notamment par exemple sur le cas de l'ETS, ça peut être des instruments nouveaux. Et c'est des instruments nouveaux qui concernent souvent, alors s'agissant des bénéfices qui sont non marchands, donc il n'y a pas de prix, il n'y a pas un prix pour savoir la qualité de l'environnement.
Et donc, les difficultés particulières de l'évaluation, ce sera mon deuxième point. Évidemment, on pense à beaucoup de choses, aux risques au long terme, aux générations futures, à la multiplicité des impacts, et il y a tout ça qui complique. Mais premièrement, et à chaque fois, la première difficulté, pas toujours, mais c'est qu'on a besoin d'évaluer des bénéfices et des impacts qui, fondamentalement, sont des choses qui sont non marchandes et ce qui soulève un certain nombre de difficultés. Alors, le dernier point, ce sera d'essayer de montrer quand même qu'on a des méthodes opérationnelles. Et méthode opérationnelle à la fois pour faire de l'évaluation ex-ante des politiques, pour concevoir ces nouveaux instruments et les dimensionner, pour éventuellement en améliorer le design, mais aussi ensuite pour en évaluer les résultats. Alors, côté conflictuel, hein, vous avez un catalogue. À gauche, vous avez vu que c'est les pollueurs et à droite, c'est les pollués. Et donc, la tendance avec ça, c'est que le débat public aboutit à quelque chose qui ressemble à un jeu à somme nulle. Un jour, on va prendre un arbitrage pour les pollueurs, un jour, on va prendre un arbitrage pour les pollués. Et ça ne donne pas un résultat qui est très satisfaisant. Ou du moins, ce n'est pas comme ça que les économistes voient les politiques environnementales. Alors, comment les économistes voient les politiques environnementales? J'ai fait un petit schéma, mais je vais aller assez vite. L'idée, c'est que dans la situation de départ, s'il n'y a pas de régulation, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc, il n'y a pas beaucoup, les acteurs privés, plutôt les pollueurs, ne font pas beaucoup d'efforts pour dépolluer. Et puis, il y a un état de l'environnement qui est ce qu'il est. Alors, on peut imaginer quand même le résultat n'est pas trop désastreux. Donc, le résultat pas trop désastreux, c'est l'écart, au fond, entre le bien-être des pollués et le coût qu'on a pour obtenir un certain bien-être. C'est cette barre-là. Et puis, on peut aller au risque zéro. Alors là, ça va coûter beaucoup plus cher, hein, donc on va demander aux acteurs privés de faire beaucoup d'efforts, et puis ça va améliorer l'environnement. Donc là, on a ça. Mais au début, ça ne coûte pas très cher, puis après, le risque zéro, ça se met à coûter très très cher. Et donc, quand on passe de business as usual au risque zéro, bah, on passe de ça à ça. Alors si on tire au sort, une fois sur deux, on prend les pollueurs, une fois sur deux, les pollués, on arbitre. Bah, finalement, on est dans un jeu où on est aussi sur cette droite-là, ce n'est pas très intéressant. L'idée, la vision économique qu'on a des politiques environnementales, c'est qu'au début, pour des coûts d'effort qui sont raisonnables, on va avoir des gains pour les pollués qui vont être tout à fait considérables et donc qui vont créer du bien-être social. On va créer du bien-être pour tout le monde et donc des politiques efficaces. C'est des politiques qui créent de la valeur pour la collectivité parce que, au fond, ce qu'on donne aux pollués est très supérieur à ce qu'on demande aux pollueurs. Voilà. Donc, l'évaluation des politiques environnementales, alors ça peut se décliner sur l'évaluation d'une norme. Donc, l'idée, ce serait d'essayer de se mettre ici où on a le maximum de surplus, c'est ça l'idée, où au fond, on a demandé tous les efforts qui ne sont pas très chers et par contre, on s'est arrêté quand ça devenait vraiment trop cher. Donc, l'évaluation des normes, ça consiste à regarder si les bénéfices qu'on donne vont être en rapport avec le coût nécessaire pour les obtenir. Et puis, si vous voyez mon petit schéma, je vais m'arrêter là. Vous voyez quand c'est maximal, les deux tangentes sont parallèles. Et ça, l'idée, c'est que la bonne manière d'obtenir ça par des acteurs privés, ce serait de mettre un prix, c'est-à-dire de mettre une écotaxe, par exemple, qui ferait prendre en compte directement par les pollueurs le coût des dommages qu'ils créent aux autres. Et donc, on a un besoin d'évaluation pour faire des nouveaux instruments qui sont des instruments incitatifs et qui, idéalement, doivent être dimensionnés autour du principe pollueur-payeur. Donc voilà ce qu'on a besoin de faire. Alors quels sont l'histoire des politiques environnementales montre que ce schéma théorique, qui vient du début du XXe siècle, s'est avéré tout à fait pertinent, y compris sur le fait que des instruments incitatifs seraient sûrement beaucoup plus performants, et donc l'idée d'utiliser le signal-prix pour orienter le choix des acteurs, pour que tous les gisements de dépollution à faible coût soient utilisés le soient, et qu'évidemment, les gisements de dépollution qui sont inaccessibles ne le soient pas. Et s'ils sont inaccessibles, c'est un peu de tautologie. Voilà. Mais donc, le problème, c'est que la formule pour ça, c'est qu'idéalement, il faudrait donc, pour avoir un bon principe pollueur-payeur, c'est que le taux de la taxe, qu'il y ait une écotaxe, et que le taux de la taxe corresponde au coût des dommages qui soient associés à une unité de pollution supplémentaire. Comme ça, le pollueur, quand il arbitrerait, soit il fait des efforts de dépollution, mais il paye moins de taxes, soit il laisse, s'il ne fait pas d'efforts de dépollution,
mais il est responsabilisé parce qu'il va payer le coût marginal des dommages qu'il crée aux autres. Là, c'est là que les difficultés commencent. Il faut être capable d'évaluer les impacts. Donc, dans le coût marginal des dommages, il y a dommages et il y a coût. Donc, la première difficulté, c'est d'évaluer les dommages. Alors ça, c'est pas du ressort vraiment de l'économiste, mais la difficulté, c'est que comme ces dommages sont non marchands, au fond, on est obligé de refaire ce que d'habitude on trouve plutôt sur les marchés, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire toute la chaîne des impacts, c'est-à-dire que les impacts, il va falloir comprendre les émissions, qu'est-ce qu'elles vont faire, comment elles vont se transformer dans l'atmosphère, comment elles vont se transformer en exposition des populations à des polluants, comment ces expositions vont se transformer en des impacts sur la mortalité ou la morbidité d'une population. Ça, c'est plutôt, mais je pense que le Danvik en parlera après, évaluer les impacts. C'est un préalable, c'est-à-dire si on ne connaît pas les impacts, on ne peut pas faire des politiques efficaces, mais c'est, je dirais, en amont de l'économie. Par contre, comme ces impacts ils sont très divers et complexes, avec la tendance qui est qu'avant, les politiques environnementales du début, c'était des politiques dans lesquelles il y avait une personne qui polluait sur quelques autres, des pollutions ponctuelles avec des effets quasi déterministes, c'était assez simple. Progressivement, on a des effets qui sont plus aléatoires, et où il y a beaucoup de tout le monde pollue tout le monde, et donc le besoin de responsabilisation est beaucoup plus diffus dans la société. Donc, et avec des effets qui, au début, on s'intéressait à des effets sanitaires chroniques, par exemple, et aujourd'hui, on s'intéresse à des effets à long terme d'exposition à faible dose. Donc, il y a tout ça à intégrer. C'est en amont de l'économie, mais évidemment, il faut commencer par qualifier les dommages. L'étape suivante, alors, c'est de valoriser, c'est donc de transformer ça en euros, parce que au fond, pour quelques coûts marginal, il va falloir donner des incitations économiques et donc qui vont être en euros. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein, l'étude que je cite, elle est des années 2000. Hein, c'était sur l'évaluation de la pollution atmosphérique en France. Comment on fait ça? Alors, la question, c'est comment on met des euros. En fait, l'idée, c'est que par exemple, les impacts sanitaires sont non marchands, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet qu'on puisse capter de deux manières, soit sur les marchés, par exemple, et c'est comme ça qu'on fait le plus souvent. Typiquement, sur les métiers à risque, les gens demandent des primes de salariales qui sont plus élevées que sur des métiers pas à risque. Et donc, on se constate que les gens sont prêts à payer pour une réduction de leur probabilité, enfin une amélioration de leur espérance de vie, etc. Donc les méthodes, alors l'autre chose qu'on peut utiliser par exemple pour des effets de la qualité des paysages ou des nuisances, c'est de regarder comment les prix fonciers, les prix de logement sont affectés par la qualité de l'environnement et des choses comme ça. Et puis il y a tout ce qui est aujourd'hui qui s'est développé, c'est quand on n'a pas de moyens indirects sur des marchés connexes de trouver les valorisations, c'est de faire de l'économie expérimentale où on essaye de mettre les gens en situation de faire les arbitrages et comme ça de faire. Donc voilà, je dirais, un peu le cœur qui est lié à la nature des politiques environnementales. On a besoin de tout un tas de processus d'évaluation pour faire les calculs, au fond, pour faire des dimensionnements corrects, soit des réglementations, soit d'instruments nouveaux comme les écotaxes ou les marchés de permis. C'est appliqué, historiquement, par exemple, c'est appliqué, y compris par exemple sur le problème du climat, ça a été le rapport Stern, c'est appliqué pour évaluer les impacts sur la biodiversité, ça avait été le rapport Salles-Chevassiot-Lui. Les points délicats, c'est appliqué, il y avait la question par exemple, c'est appliqué par exemple aux États-Unis, c'est appliqué avec des contraintes législatives, c'est-à-dire que Reagan notamment avait mis des contraintes fortes en disant vous ne pouvez plus faire de réglementation environnementale s'il n'y a pas une évaluation coût-bénéfice ex ante et puis des évaluations ex post. Là, ce que vous avez à gauche, c'est les évaluations du Clean Air Act et qui, par surprise pour Reagan, mais bien pour les politiques environnementales, avait montré à l'époque qu'en fait, les bénéfices étaient tout à fait favorables et que ces politiques étaient tout à fait coût-efficaces en réalité dans leur rapport entre les réductions de mortalité évitées et le coût pour les obtenir. Les points délicats, je passe vite. Il y a de multiples polluants. Par exemple, dans le graphique précédent que je n'ai pas détaillé, on voit que sur le charbon, il y a des effets sanitaires qui sont désagréables et des effets de serre qui sont désagréables. Donc là, on a plutôt des co-bénéfices. Il y a des fois, ça peut aller dans des sens inverses. Évidemment, il y a d'autres questions qui sont liées à la mise en œuvre des politiques environnementales. C'est que, comme j'ai dit, elles sont très conflictuelles. Ça veut dire, c'est bien de créer et d'élargir le gâteau, mais ensuite, les gens se battent sur le partage du gâteau
Et éventuellement, il y a des perdants. Donc, les aspects redistributifs sont toujours particulièrement sensibles. Et l'un des enjeux de l'évaluation dans les politiques environnementales, c'est de pouvoir éclairer tous les enjeux redistributifs, compétitivité, etc., comme ça a été montré. Évidemment, il y a aussi le fait que souvent, on a à traiter de domaines où la science dont on a besoin en amont n'est pas complètement stabilisée. Donc, c'est par exemple les situations de précaution. Et on a le fait qu'on a à traiter de sujets à très long terme. Je l'ai évoqué sur les sujets sanitaires, c'est évident pour l'effet de serre. Dernière chose, c'est que parfois les préférences, on prend comme acquis, mais par exemple, si vous prenez la question, est-ce qu'il faut faire changer les régimes alimentaires? L'une des questions, ça va être combien ça coûte aux gens de devenir vegan. Bon. Et donc, ce genre de choses, il faut faire des études de comportement et imaginer que les comportements puissent changer. Là, on est un peu aux limites de l'analyse économique traditionnelle. Voilà. Ensuite, évidemment, la question qui nous est posée, c'est est-ce que les politiques que vous mettez en place avec difficulté, est-ce que ça marche? Alors, on essaye d'évaluer. Alors, compte tenu de ce que j'ai dit sur le fait que les effets sont souvent différés, on n'a pas d'effet. C'est difficile d'imaginer des effets immédiats. On va pouvoir faire le avant-après. Par contre, on fait des effets avant-après pour voir, par exemple, si les comportements ont changé. Alors, on peut le faire avec de l'économétrie un peu traditionnelle, et comme ça a été évoqué, mais je vais juste enfoncer le clou par rapport aux deux exposés précédents, tout ce qui permet d'exploiter des situations dans lesquelles on a des expériences naturelles ou des quasi-expériences naturelles à exploiter. Là, c'est une étude qui avait été présentée il y a quelques jours par des jeunes chercheurs de TSE sur le financement des énergies renouvelables et les taxes sur l'électricité. Et là, il se trouve qu'en Allemagne, alors c'est un sujet, est-ce qu'on doit faire payer les entreprises, pas les entreprises, sur le financement des énergies renouvelables. Et il se trouve que là, on a quelque chose qui plairait à Antoine forcément, puisqu'on a un régime fiscal dans lequel on a introduit des exemptions. Et donc, il y a un moment, des gens qui étaient pareils se trouvent mis de deux côtés du nouveau système fiscal. Et donc, ça, c'est très bien pour pouvoir faire des évaluations d'impact et qui permet d'obtenir le même genre de graphique, à savoir que les prix et le signal prix, ça marche très fort. Ensuite, les effets sur la compétitivité, etc., c'est plus compliqué, mais que, évidemment, ces exemptions ont eu des effets, et donc des effets sur, en l'espèce, comme les grosses entreprises exemptées sont mis à consommer plus d'électricité que de l'électricité charbonnée, évidemment, ça n'a pas été très bon pour l'effet de serre. Ma conclusion, c'est quand même de donner un message d'espoir, à savoir que du point de vue méthodologique, c'est compliqué, j'ai essayé de quand même pas le cacher, mais qu'on a quand même une panoplie d'instruments assez diversifiés pour couvrir le champ des différents problèmes, que par contre, pour que ça se mette en œuvre effectivement, pour que l'utilisation soit suffisante, le cadre institutionnel est très important. Et je reviens au cadre, c'est-à-dire que les pays où ça s'est développé, où l'évaluation est la plus utilisée, c'est simplement les pays où on ne peut pas faire de politique environnementale sans fournir une évaluation d'impact rigoureuse. Et à ce moment-là, ça motive, si on est motivé pour faire des politiques environnementales, ça motive pour essayer de faire les évaluations qui permettent de faire l'éclairage des choix des politiques. Et donc dans des cas où il y a des obligations quasiment légales, où l'EPA, pour ne pas la nommer, est obligé de fournir ce genre de choses. Et donc, il y a à la fois le progrès sur les méthodes, mais évidemment, l'insertion institutionnelle et les obligations institutionnelles sont tout à fait essentielles. Merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a la théorie, on va s'intéresser à la pratique, et peut-être un des défis sur lesquels on peut s'interroger, c'est dans quelle mesure est-ce que finalement cette culture de l'évaluation est répandue. Et donc là, je vais donner la parole à Frédéric Zegel, donc, qui est analyste à l'OCDE, qui va nous parler de l'évaluation du programme de l'OCDE justement sur les performances environnementales, qui permet notamment évidemment de mesurer le progrès vers les objectifs environnementaux des différents pays, mais qui leur permet de s'interroger sur leur pratique de l'évaluation. Et donc la question que je voudrais poser à Madame Zegel, c'est dans quelle mesure, quelle est déjà votre appréciation justement de la diffusion de cette culture d'évaluation, et dans quelle mesure est-ce que le programme y contribue? Merci. Je vais peut-être aller chercher. Oui, donc le programme des examens environnementaux de l'OCDE, il a été mis en place au début des années 90, au moment en fait de l'adoption des conventions de Rio.
les ministères de l'Environnement se sont dit qu'il y avait peut-être une raison pour établir un tel programme pour que les pays se rendent compte de leurs actions pour mettre en œuvre ces conventions aux autres pays. Donc l'objectif du programme, c'est d'améliorer la performance environnementale individuelle et collective des pays membres de l'OCDE et de ses partenaires. Alors en faisant de quelle façon ? En aidant les gouvernements à évaluer les progrès vers leurs objectifs environnementaux, en les encourageant à rendre compte de leur action à l'opinion publique et aux autres pays, et en favorisant l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage entre pairs. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que les pays en fait, participent aux examens des autres pays et délèguent des experts qui participent à la mission d'examen, qui participent à la rédaction des rapports. Et les conclusions et recommandations des examens environnementaux de l'OCDE sont discutées, révisées et approuvées par l'ensemble des pays membres. Donc à ce jour, plus de 90 examens ont été effectués par l'OCDE pour ses membres, mais aussi pour des partenaires clés, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, la Colombie. Et les pays membres sont actuellement examinés pour la 3e fois. Alors comment la performance est évaluée ? Comme ça. C'est celui-là. Voilà, merci. Tu veux garder là ? Celui droit ? Okay. Donc le premier critère, c'est le respect des objectifs nationaux et engagements internationaux sur l'environnement. Alors ça inclut aussi la mise en œuvre des recommandations du précédent examen. Alors, dans la mesure où le cycle des examens est long, chaque pays est examiné environ tous les 10 ans, les pays sont encouragés à faire rapport à mi-parcours entre 2 examens. Donc, un second critère, c'est l'efficacité et le coût des mesures adoptées. Donc, les examens s'appuient sur les mécanismes d'évaluation mis en œuvre dans les pays et donc, en l'occurrence, étudient aussi ces mécanismes. Donc le programme, il fait une distinction entre les intentions, les actions et les résultats. Évidemment, les examens donnent une importance particulière aux résultats. Et pour ce faire, il s'appuie sur un ensemble d'indicateurs qui a été développé par l'OCDE et pour lesquels des données sont régulièrement collectées auprès des pays membres. Et au sein de l'OCDE, les performances et l'information environnementale sont réunies au sein de la même division pour faire en sorte que les données collectées contribuent à une évaluation correcte, enfin un suivi correct des politiques. Enfin, la performance, elle est interprétée dans le contexte spécifique du pays, c'est-à-dire dans l'analyse considère l'état actuel et passé de l'environnement, la dotation du pays en ressources naturelles et de son niveau de développement socio-économique. Alors, ce que montrent les examens du 3e cycle, ils témoignent d'un progrès en général de l'évaluation environnementale. D'une part, l'analyse d'impact de la réglementation impose d'évaluer les impacts environnementaux dans la plupart des pays de l'OCDE. Ils sont aussi une majorité à imposer les évaluations environnementales stratégiques des plans et programmes, à l'exception notable des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et du Japon. Cependant, pratiquement tous les examens recommandent de renforcer ces mécanismes. Dans le cas de l'analyse d'impact de la réglementation, en pratique, l'évaluation n'est pas systématique et se limite souvent aux lois primaires et non pas aux réglementations. Pour ce qui est des évaluations environnementales stratégiques des plans et programmes, les examens de l'OCDE recommandent aussi souvent d'étendre les domaines d'application de ces évaluations. Enfin, parmi les freins souvent cités aux évaluations, on peut noter l'absence d'orientation méthodologique et d'indicateurs de résultats. Alors, je voulais profiter de ma présence ici pour présenter quelques résultats d'une étude qui a été récemment publiée par l'OCDE sur l'évaluation environnementale dans l'analyse socio-économique pour évaluer les projets d'investissement public. Alors,
un questionnaire a été envoyé à tous les pays de l'OCDE et sur les 24 répondants, ce qu'on a pu constater, comme montrent les réponses ici, c'est que l'analyse coût-avantage joue un rôle plus important dans le... Ah oui, il faut quand même préciser que l'étude a porté sur des secteurs qui sont susceptibles d'avoir un impact important pour l'environnement, les transports et l'énergie. Et donc, ce que montrent les réponses, c'est que l'analyse coût-avantage joue un rôle plus important dans le premier secteur, donc dans les transports, que dans l'énergie. Ce que montre l'étude, c'est que les impacts sur les émissions de gaz à effet de serre sont mieux pris en compte dans le secteur des transports que dans celui de l'énergie. Alors, cela s'explique par le fait que dans la majorité des pays, les lignes directrices sur l'évaluation socio-économique des investissements publics dans les transports contiennent des règles claires et des valeurs du carbone pour évaluer l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, tandis que c'est moins le cas dans le secteur de l'énergie. Alors, le rapport note, par exemple, les lignes directrices de l'Union européenne qui exigent le calcul des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre pour tous les projets de transport au-delà de 1 million d'euros et qui bénéficient d'un support de l'Union européenne. Enfin, les impacts environnementaux non liés au climat sont aussi mieux pris en compte dans les transports que dans l'énergie. Cependant, dans bien des cas, ces effets ne sont pas monétarisés. Ce qui est un problème pour l'analyse. Donc, il reste des progrès à faire pour valoriser les coûts environnementaux non liés au climat et pour analyser les projets ex post. Ça ne figure pas sur ces slides, mais on voit que les analyses ex post sont bien moins nombreuses. Donc, près d'un tiers des pays qui ont répondu au questionnaire indiquent que dans le secteur des transports, l'influence des analyses coûts-avantages sur les décisions finales a augmenté au cours des 15 dernières années et que la création d'organismes publics indépendants pour renforcer cette influence permet de renforcer cette influence en contre-expertisant les évaluations officielles. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis sûre que vous avez déjà plein de questions. Je suis sûre que vous avez déjà plein de questions pour les deux premiers intervenants. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour, comme ça vous connaîtrez tout le monde, vous saurez sur quoi est-ce qu'ils souhaitent, ils peuvent plus particulièrement vous éclairer, et donc on animera la discussion à la suite des propos initiaux des différents intervenants. Le deuxième défi auquel on a choisi collectivement de s'intéresser, c'est un petit peu quelle itération on pouvait avoir justement entre ces analyses ex ante et ces analyses ex post. Et puis, du coup, quel dialogue il pouvait y avoir à partir d'évaluations qui se répétaient à différentes étapes, comme par exemple sur les plans et programmes. Et du coup, ça nous permet de nous intéresser plus particulièrement à comment est-ce que c'est conduit en France. Et donc, pour ça, je vais donner la parole à M. Ledanvic, qui est donc le président de l'autorité environnementale, qui va donc nous décrire le cadre d'intervention de cette autorité environnementale, ses succès, ses échecs. Et donc, la question également que je... Alors, tout ceci en 10 minutes, évidemment. et la question que je voudrais plus particulièrement lui poser, c'est aussi dans quelle mesure est-ce que les avis de l'autorité environnementale peuvent justement contribuer à essayer de faire dialoguer ces différentes natures d'évaluation aux différents stades des projets et programmes. 10 minutes. Vaste programme. Donc je rappelle simplement que l'évaluation environnementale et les avis d'autorité environnementale, donc en France et en Europe d'ailleurs, donc c'est de l'évaluation ex ante. Il se trouve qu'en France en particulier, nous n'avons aucun rôle sur l'évaluation ex post. Et donc il y a deux caractéristiques particulières sur cette évaluation, enfin 3. Elle est spécifiquement environnementale, ça c'est important de le rappeler. Deuxièmement, ça s'assimile plutôt, et les Européens appellent plutôt ça du contrôle qualité environnementale a priori. Donc on est bien sur du contrôle de la qualité de la démarche qui a été conduite. Donc ça veut dire qu'on sur le ex post, je dirais qu'on est vraiment dans un autre monde, dans une autre sphère. Du coup, effectivement, on s'inscrit plutôt dans un processus d'amélioration continue. Et donc, c'est ce qui fait que par rapport au lien entre ex ante et ex post, il peut y avoir une différence entre les projets et les plans programmes. Et donc, c'est un peu là-dessus que je vais essayer d'assister. Sachant que du coup, l'amélioration continue, ça marche quand on a affaire à des clients qui ont envie de bien faire, et heureusement, c'est souvent le cas. Quand on a des clients, je dirais, qui n'ont pas la même préoccupation, je dirais que l'exercice est plus vain, mais ça fait partie naturellement de l'exercice.
Il y a une deuxième caractéristique donc importante sur l'évaluation environnementale et l'avis d'autorité environnementale, c'est aussi la composante démocratie environnementale, participation du public. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas seulement de se procéder à un exercice d'évaluation, c'est de faire en sorte de donner de l'information complète au public pour qu'après, il contribue au processus de décision et donc il puisse participer au processus de décision publique. Et donc, en clair, on sait bien que dans les questions d'environnement, et Dominique l'a rappelé dans son introduction, la question de l'acceptabilité, naturellement, est clé, et que cette acceptabilité, elle se construit justement, notamment par ces processus-là. Donc, au titre des directives européennes, on évalue deux choses, soit des projets, soit des plans et programmes. C'est un avis consultatif qui doit être établi juste avant la consultation du public, puisque son objet, c'est justement de pouvoir éclairer l'avis du public. Alors, si on prend un peu de recul par rapport à l'exercice que nous faisons, et notamment par rapport aux premiers exposés que j'ai entendus tout à l'heure, on peut commencer tout d'abord par deux thèmes, l'eau et la biodiversité. Là, ce sont des thèmes qui commencent maintenant à être bien connus et bien pratiqués depuis pas mal d'années, et sur lesquels, dans l'évaluation a priori, on a quand même maintenant de plus en plus des évaluations quantifiées, assez complète. Généralement, quand vous voyez l'épaisseur de ce volet dans les études d'impact, c'est quand même des choses assez importantes. Alors, tout n'est pas utile. Cela étant, effectivement, on a quand même des choses qui sont traitées relativement sérieusement, et je le dis bien, de quantifier. Alors, il peut y avoir une explication, c'est qu'il y a une sanction derrière. Dans le domaine de l'eau, il faut une autorisation environnementale à la fin, dans lequel tout est absolument inscrit et cadré dans le détail. Donc ça veut dire que si jamais il y a une erreur d'appréciation en amont, généralement, de toute façon, ça passe pas la rampe au moment de l'autorisation voie sur l'eau. Et alors, il y a un autre cas, effectivement, c'est la question de la nature, de la biodiversité. Alors, la biodiversité, c'est très large comme sujet. Mais si par hasard, il y a des espèces protégées dans le champ, il se trouve qu'il faut une dérogation espèces protégées et que ça, c'est l'autre verrou absolu qui, généralement, fonctionne. Pour vous donner un exemple, dans un gros projet qu'on avait vu, on avait considéré que l'évaluation ex-ante était très mauvaise et très imparfaite et vraiment quasiment malhonnête. Je vous dirai pas de quoi il s'agit. Et du coup, effectivement, les mesures de compensation, les surfaces avaient été multipliées par 6 au moment, effectivement, de passer à l'étape d'autorisation. Donc on est bien, effectivement, dans un processus qui, théoriquement, est un avis consultatif, mais dans lequel il y a des verrous à la fin. Je vais prendre un autre thème qui n'est pas exactement le même type de verrou, mais ça, vous verrez, ça peut marcher aussi. C'est la question du bruit. La question du bruit, la réglementation est un peu plus interprétable, c'est un peu plus compliqué, mais là aussi, ça se modélise. On sait effectivement globalement calculer quel est l'impact potentiel effectivement de telle infrastructure en termes de bruit. Et là, en fait, le juge de paix, c'est le citoyen. C'est-à-dire que si après, une fois la réalisation, il n'est pas content, de toute façon, il proteste. Et c'est ce qui s'est passé notamment sur les nouvelles LGV, là, celle qui va vers Rennes d'une part et celle qui va vers Bordeaux d'autre part, sur lequel il y a une fronde vraiment des gens qui habitaient pas loin de la voie ferrée. Donc ça veut dire que je dirais que là, le verrou, l'adaptation, elle se fait, je dirais, directement entre les gens directement intéressés et le porteur du projet. Et puis il y a des sujets sur lesquels invariablement nous disons que c'est maltraité, et je crois pouvoir dire effectivement que c'est invariablement mauvais. Et bien ça va peut-être vous surprendre par rapport au transparent qu'on vient de voir. C'est tout ce qui concerne la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, puisque à peu près aucune des études d'impact que nous voyons n'est traitée à peu près sérieusement. Et comme de toute façon, il n'y a personne qui contrôle derrière, on peut raconter tout et n'importe quoi. Et donc, effectivement, l'évaluation, à la limite, on n'est pas déçu. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il faut le mettre dans les succès ou les échecs de l'évaluation environnementale, mais comme dans l'évaluation ex-ante, on dit de toute façon, il n'y a rien, ça ne vaut rien et on peut rien savoir, le fait qu'à la fin, de toute façon, on n'arrive à rien est à peu près conforme aux prédictions qu'on a vues dans l'évaluation ex-ante. Mais effectivement, ceci pour relativiser un peu, je dirais, le satisfecit par rapport au fait qu'on fait de l'évaluation ex-ante sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment invariablement mauvais. Alors, quand même, pour faire le lien ex-ante ex-post, il se trouve que généralement, quand on voit un projet au stade d'une déclaration d'utilité publique, on le voit revenir 2 ou 3 ans après, cette fois au stade de l'autorisation environnementale. Et l'expérience quand même démontre assez régulièrement, assez systématiquement, que ce qu'on a recommandé a été pris au sérieux. Donc ça veut dire que globalement, quand on voit le dossier a progressé, c'est-à-dire qu'on est bien dans une démarche d'amélioration continue, dont on ne sait pas dire à l'instant T, au moment où nous rendons notre avis et au moment où l'enquête publique se tient, ce qu'il adviendra à la fin. Il y a des membres de l'AE d'ailleurs qui regrettent beaucoup de ne pas en savoir plus sur finalement, et tout ça à la fin, qu'est-ce que ça donne concrètement.
Mais ce que je peux dire, c'est qu'au moins quand on voit les dossiers d'autorisation environnementale revenir, toutes les problématiques, effectivement, dont on voit qu'elles sont contrôlées par un arrêté, celles-là sont bien traitées. CO2, je veux dire globalement, ça, faut pas s'attendre effectivement à ce qu'il y ait une amélioration. Alors, on procède également effectivement à des évaluations environnementales des plans-programmes. Là, la vraie difficulté, c'est que les premières évaluations plan-programme sérieuses, en fait, elles datent du début des années 2010, parce que la France a mis 10 ans à transposer la directive européenne correspondante, et en plus, même pas correctement. Et donc, ça veut dire qu'on a commencé à avoir des premiers plans sur un certain nombre de thématiques importantes, là, depuis 3 ou 4 ans. Et là aussi, on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Or, il se trouve que la plupart de ces plans doivent connaître des mises à jour périodiques, des révisions périodiques. Donc là, on va voir, et on a vu dans certains cas, effectivement, des plans revenir. Et donc, on est en mesure, justement, là, d'inscrire l'évaluation ex-ante dans un cycle un peu régulier, d'évaluation ex-ante, mais dans lesquels, effectivement, on critique un peu l'ex-post du plan précédent. Et ça, effectivement, ça peut être intéressant. Alors, il y a des plans pour lesquels ça marche, et il y en a d'autres pour lesquels, effectivement, globalement, on voit bien que là, ça n'embraye pas. Bon. Je vous renvoie. Alors, on a fait un avis qui sur le plan était pas mal, mais on attend avec impatience la deuxième version du plan. C'est sur le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, puisqu'on trouvait effectivement globalement que toute la continuité de plan qui avait existé sur le sujet, et notamment celui qu'on avait vu, permettait de faire des progrès ou d'avancer sur un certain nombre de sujets, même si tout ça était très lent, parce que dans le domaine des déchets radioactifs, la cinétique est quand même extrêmement lente. Donc, on va voir prochainement le deuxième plan après le prochain débat public. En revanche, je vous renvoie, et c'est public, c'est sur notre site internet, aux avis qu'on a pu rendre sur les plans d'action nitrate, que ce soit au niveau national ou au régional. Globalement, ce qu'on a dit dans l'avis sur le plan national, c'est que manifestement, ceci n'est fait que pour répondre aux injonctions de la Commission européenne. Et bien malin est celui capable de démontrer effectivement que ça sert à quelque chose pour améliorer la qualité de l'eau et tout particulièrement les teneurs en nitrate. Et les plans d'action régionaux qu'on a vus derrière démontrent, puisque là effectivement on en est au 6e, au 5e ou au 6e, démontrent de toute façon qu'on est toujours incapable de faire le lien entre les mesures du plan et le résultat sur le terrain, sachant que le résultat est le plus souvent stable, statu quo. Parfois, il y a même des régions dans lesquelles on a vu que ça se dégradait. Donc, par contre, quand ça s'améliore, on n'est pas capable de faire le lien entre l'amélioration constatée et effectivement et les mesures qui ont été mises en œuvre. Bon, l'optimum, ce serait, mais la Commission européenne, effectivement, jusqu'à maintenant, et les États membres ne l'ont pas traduit sur le plan réglementaire, je pense que ça peut avoir des avantages ou des inconvénients, de faire le lien entre les plans programmes et les projets. Et ça, effectivement, on le voit plus ou moins dans l'articulation, par exemple, entre les projets stratégiques des grands ports maritimes, pour lequel on a fait la première évaluation environnementale il y a 4 ans. Et derrière, on voit arriver des projets portés par les ports. Et globalement, quand on a ça, on voit quand même qu'il y a une démarche plus globale qui permet effectivement, du coup, de voir que il y a eu une évaluation d'un plan stratégique et qu'après, les projets qui sont présentés globalement, enfin tous ceux qui sont totalement en dehors du projet stratégique, ceux-là, on les voit pas puisque du coup, ils n'existent plus. Mais on voit arriver du coup des projets pour lesquels on voit effectivement qu'il y a eu un minimum de réflexion et d'implication et d'intégration de l'environnement. Et donc je pense que probablement on va progresser et l'avenir ira probablement dans une meilleure articulation entre ces évaluations environnementales, niveau stratégique, niveau projet. J'arrête là. Merci beaucoup. Alors on a le cadre d'intervention, la théorie, la pratique. On va se poser aussi la question finalement de est-ce que l'évaluation d'impact environnemental c'est accessible à tout maître d'ouvrage dans n'importe quelle circonstance, quels que soient ses moyens. Et donc là je vais passer la parole à Monsieur Perdrija, qui est donc directeur de cabinet de Jean-François Caron, le maire de Los-Angeles pour ceux qui ne connaissent pas, qui va nous parler justement un peu de peut-être de la difficulté aussi de s'inscrire pour une collectivité dans une démarche qui est très normée, a priori, mais aussi des apports que peut avoir une telle démarche pour la définition, pour l'explicitation de ses objectifs. Et du coup, la question posée, c'est vraiment comment réaliser une évaluation avec les processus décisionnels d'une collectivité et la dynamique territoriale qui est la vôtre et qui n'était pas muée par un objectif initialement forcément d'indicateur de performance. Bonjour à tous. Donc, je vous prie d'excuser l'absence de Jean-François Caron, qui est effectivement retenu sur un événement en région Nord-Pas-de-Calais, Hauts-de-France, avec le commissaire européen à l'énergie,
Maroš Šefčovič. Et donc, voilà, je suis son digne représentant. Je vais essayer de faire mon mieux, sachant que je ne suis pas un expert, moi, des enjeux d'évaluation. Je suis un développeur territorial. Je travaille en qualité de directeur de cabinet. Donc, en gros, j'essaye d'articuler les orientations politiques et la dimension technique de leur application sur le terrain. Dans cette ville de Losangoël, qui est située donc à côté de Lens, dans le bassin minier. Vous voyez les corons, le RC Lens, les terris, voilà, c'est chez nous, et qui a vécu, comme l'ensemble des communes de ce territoire, un énorme choc dans les années 80, c'est-à-dire l'arrêt définitif de l'exploitation du charbon, qui était une mono-industrie chez nous, et donc il n'y avait pas de plan B, donc il fallait trouver une sortie de secours pour continuer à vivre et à exister. Je vais peut-être commencer d'abord par vous présenter le contexte de ce territoire. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'atterrir sur une évaluation qu'on a portée avec l'ADEME sur la conduite du changement, c'est-à-dire comment les politiques publiques qu'on met en place au titre de la transition écologique et sociale peuvent permettre de faire changer les postures des individus, des acteurs du territoire, et ainsi renforcer finalement les politiques publiques qu'on met en œuvre et finalement améliorer notre capacité collective de résilience, c'est-à-dire de capacité à rebondir après un choc, qu'on l'ait vécu ou qu'on l'anticipe. Rapport du GIEC, changement climatique. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de montrer les pistes sur lesquelles on travaille, des pistes exploratoires sur des enjeux d'évaluation, notamment de l'immatériel, puisque un des gros problèmes dans ce qu'on fait, c'est que tout ce qui compte ne se compte pas forcément. Les impacts positifs qu'on a dans des démarches de transition écologique et sociale, on ne sait pas les monétariser, on ne sait pas mettre des euros dessus. Qu'est-ce qui fait que quand on génère de la confiance, de l'adhésion, du bien vivre ensemble, ça a des impacts aussi économiques, et quelle comptabilité positive pour nous permettre de le regarder. En gros, comment on change de lunettes pour arriver à évaluer la transformation économique du territoire à partir de ces enjeux écologiques et sociaux qu'on travaille. Alors, Losangoël, c'est une petite ville de 7000 habitants. Le sol du centre-ville s'est affaissé de 15 mètres à travers les âges, dû à l'exploitation minière. Dans le bassin minier, on a creusé près de 100 000 km de galeries, c'est-à-dire 2 fois et demi le tour de la Terre, sur un territoire qui fait 120 km de long. On avait une des eaux les plus polluées de France dans les années 80, avec un taux de nitrate voilà, qui explosait tous les records. On a encore aujourd'hui des séquelles structurelles en termes de taux de chômage, 4 points supérieurs à la moyenne nationale. En termes d'enjeux sanitaires, on a les plus hauts taux d'obésité, les plus hauts taux de cancer. Et puis, quand l'activité minière fonctionnait encore et que les mineurs, vivaient sur ce territoire, il y avait la silicose, les gens mouraient à 40 ans, enfin voilà. C'est pas pour dresser un tableau noir, il y avait aussi plein de choses positives qui se passaient à ce moment-là, les gens étaient heureux, il y avait du progrès, il y avait, voilà, bon. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est juste pour dire qu'à un moment donné, quand la mine s'arrête, il n'y a pas de plan B, et il faut arriver à structurer une autre façon de se développer. Sachant que l'évaluation, je ne sais pas comment vous diriez, ex post ou ex ante, moi je ne connais pas grand-chose, mais elle était assez limpide. C'est-à-dire que le modèle n'était pas durable. Celui dans lequel on était ne pouvait plus continuer. Et en fait, ce qu'on vivait à l'époque, c'était juste une anticipation de ce qu'on vit aujourd'hui. On était basé sur l'énergie fossile du charbon, non pas le pétrole et les énergies fossiles, mais c'était plus ou moins la même conséquence dans laquelle on se trouve aujourd'hui plongé. Ce qui m'amènera du coup à mon second point tout à l'heure. En gros, dans les années 80, donc les dernières mines sont en train de fermer. Je vais passer très rapidement sur la trajectoire, parce qu'en fait, ce que je vous raconte là, c'est une trajectoire de 30 ans. Donc 30 ans en 10 minutes, c'est difficile à résumer. Mais en gros, on est passé par 4 étapes principales. Dans les années 80, une démarche culturelle, c'est-à-dire agir par la culture et le levier culturel sur la transformation du territoire, et notamment la transformation du regard que les gens portent sur leur territoire. Dans les années 90, et là je vais peut-être zoomer un peu plus, on a eu une démarche participative pour établir le projet de ville. C'est-à-dire, ok, on a donc tout ce contexte difficile, noir à gérer. En fait, comment on passe au vert? C'est-à-dire comment on développe un plan paysager, comment on développe des énergies renouvelables, comment on structure des politiques qui fassent qu'on préserve l'eau, puisqu'on a une des eaux les plus polluées. On était dans
un pays très paternaliste, avec du coup un mode de fonctionnement très industriel, très descendant, comment on crée les conditions d'une ascendance, d'une émergence collective, etc. Tout ça se fait sur un temps long, c'est-à-dire quasiment 5 ans, 95-2000. C'est un processus participatif très lent, mais qui va permettre à chacun, suite à cette première démarche par la culture, de s'approprier sa place d'acteur dans le territoire. Et finalement de dire, de par son expertise d'usage, ce qui mériterait, selon lui, d'être fait au titre de la commune. En 2001, Jean-François Caron, donc le maire avec qui je travaille, est élu à ce moment-là. Et donc finalement, il va dérouler ce plan d'action qui a mis 5 ans à s'écrire, qui est condensé, formalisé dans une charte du cadre de vie. Et cette charte du cadre de vie, voilà, elle ne dit pas il faut qu'on ait atteint X milligrammes de nitrate dans l'eau, elle ne dit pas il faut qu'on ait Y mètres carrés de panneaux solaires, elle ne dit pas il faut tant de linéaires d'arbres. Non, elle fixe juste un horizon. Et ça suffit à l'échelon local pour se mettre en mouvement. On a le cap. Dans les années 2010, la ville de Los Angeles acquiert ce statut, entre guillemets, de ville pilote. C'est des journalistes qui lui attribuent, puis des chercheurs. On organise un comité scientifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des résultats. En 2008, Jean-François Caron est réélu à 82,1% des voix. C'est le plus haut score du Nord-Pas-de-Calais. Donc l'écolo chez les gueules noires, il fait un score magistral et tout le monde se demande pourquoi. Parce que culturellement, c'est pas du tout là qu'on est naturellement écologiste et qu'on structure ce type de réponse. Bon. Donc il y a un petit phénomène qui se crée, un comité scientifique qu'on organise aussi, et ça participe d'une démarche d'évaluation. C'est-à-dire de passer, en fait, chaque année, notre grand oral devant Jean Gadret, devant Christian Duterre, devant Syria Emilianov, devant Taniem. C'est des noms qui vous évoquent peut-être quelque chose. En tout cas, c'est des experts, des économistes, des urbanistes, des scientifiques, qui en gros sont intéressés de pouvoir comprendre, avoir cette prise de terre directement de ce qu'on essaye de faire, en fait, de transformer à l'échelon d'une petite ville. Et nous, c'est un apport extrêmement précieux parce que ça nous permet de qualifier notre action publique. Et on devient, en 2014, pour l'ADEME, le premier démonstrateur national sur les enjeux de conduite du changement. C'est-à-dire cette capacité collective à embarquer les gens dans la transformation de leur territoire et à mettre en place des solutions dans leur vie individuelle et collective par rapport aux grands enjeux qui sont les nôtres. Et donc l'ADEME, en fait, s'intéresse à cette méthode qui fait qu'il y a des résultats. Pourquoi on a une ceinture verte de 15 km, pourquoi il y a du panneau solaire sur les toits des particuliers, sur le toit de l'église, pourquoi on produit autant d'électricité que la consommation de 70 ménages. Alors on dirait c'est pas énorme, oui, mais c'est un début, c'est un starter. Pourquoi on a une évaluation participative avec les citoyens du nombre de nids d'hirondelles, par exemple ? Parce que ça permet de regarder justement l'effondrement de la biodiversité et puis d'avoir prise. Donc l'ADEME s'intéresse à la méthode qui permet d'atterrir sur tous ces résultats. Et je n'ai pas le temps de les égrener ici, mais on en a sur tous les registres. On a vraiment une action transversale, systémique de cet enjeu de transformation. Et l'ADEME va s'appuyer sur un récit qu'on a organisé. Donc moi, j'arrive en 2013 en mairie de Los Angeles, non pas comme directeur de cabinet, mais comme chargé de récit. Voilà, ça n'existe pas, j'en connais pas d'autres, et ça n'a duré que 8 mois. Mais ça m'a permis de faire une évaluation, pour le coup, des 30 ans de transformation de cette ville, d'abord en plongeant dans les archives pour regarder dans les années 70-80, qu'est-ce qu'ils racontaient, les Lossois à ce moment-là, puis d'essayer de formaliser la méthode, les étapes par lesquelles on était passé, les résultats, de les vérifier, c'est-à-dire qu'on annonce qu'on est autonome en eau de pluie pour les chasses d'eau dans les bâtiments publics, de le vérifier concrètement, de vérifier auprès des services techniques, etc. Et donc finalement, j'étais moi cette personne un peu extérieure, tierce, mais en même temps à l'intérieur et en capacité du coup de formuler mes demandes et puis d'avoir des réponses pour finalement arriver à structurer ce qu'on a appelé ensuite un code source, une méthode. C'est quoi la méthode lossoise ? Ça peut paraître prétentieux, hein, c'est pas la méthode, c'est notre méthode, voilà. Mais on pense quand même qu'il y a des invariants, des fondements qui permettraient à de nombreux territoires, peut-être à tous les territoires, l'Agence française de développement d'ailleurs nous incite à travailler avec des collectivités ailleurs dans le monde pour confronter ça, pour vérifier ça. On pense que ça peut permettre d'accélérer et généraliser la transition. Alors il y a plein de conditions préalables qui nécessitent, qui sont nécessaires. Je sais pas où j'en suis en termes de temps. C'est bien, ça veut dire ok, j'en sais pas plus du coup, mais bon, parce qu'en fait j'ai encore plein de choses à dire, donc. L'ADEME pose 3 questions. Elle recrute un bureau d'études. Elle pose 3 questions. Existe-t-il une méthode lossoise de conduite du changement ?
C'est vrai, nous on le dit, mais personne n'est obligé de nous croire. 2, cette méthode est-elle efficace? Donc, est-ce qu'elle permet d'atteindre des résultats? Sauf qu'en fait, c'était compliqué pour le bureau d'études parce qu'on n'a jamais fixé quantitativement les résultats qu'on cherchait à atteindre. Nous, on cherche juste à transformer le monde à notre échelle. Difficile, l'immatériel, comment on le... Et puis, troisièmement, si elle est efficace, cette méthode, eh ben, est-ce qu'elle est généralisable ou est-ce qu'elle est propre à ce territoire? Parce qu'il y a vraiment un microclimat particulier au milieu des terris, là, et ce n'est pas du tout généralisable. Et donc, le bureau d'études, Quadrant Conseil, pour les citer, a travaillé selon une méthode dite d'analyse de contribution. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher des récits, encore une fois, des acteurs territoriaux, à la fois au sein de la ville, auprès de ses partenaires, auprès des citoyens, en carottant sur des thématiques précises qui permettaient d'aller chercher les signaux faibles, les indicateurs qui tendaient à prouver qu'il y avait une transformation de la posture des acteurs et des interlocuteurs qu'ils avaient au bout du fil. Donc il y a plus d'une centaine d'entretiens sur une période de 10 mois qui ont été conduits. Donc c'était un gros boulot qualitatif pour comprendre ce qui se jouait, avec un système, une sorte de wiki interne qui permettait de modéliser des nuages de mots et donc de vérifier, de les corréler et de faire en sorte que voilà, quand l'un et l'autre parlent de la même chose, mais pas forcément avec le même terme, on sait quand même l'agréger et dire ok, là il y a quelque chose qui est fort et donc il y a un résultat, il y a un impact. Je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas, pour des enjeux de neutralité, moi, participé de cette démarche fine, enfin, d'expertise-là. Et en gros, ils répondent oui, il y a une méthode lossoise, donc elle est plus ou moins formalisée. Oui, elle est efficace, plus ou moins. Plus ou moins, et notamment le moins, c'est sur la dimension des impacts économiques. C'est-à-dire qu'on a carotté sur la dynamique alimentaire. Est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'un système alimentaire territorial s'organise? L'offre, la demande, consommateurs, mangeurs, producteurs, agriculteurs, avec les intermédiaires, etc. Est-ce que ça produit quelque chose? On l'a fait sur les enjeux d'énergie, on l'a fait sur les enjeux de biodiversité, et on voulait le faire aussi, c'était une demande forte, ça, de Jean-François Caron, sur les enjeux économiques. Est-ce qu'on arrive à développer de nouveaux modèles économiques à partir de tout ça? Et l'évaluation, en gros, dit que sur les nouveaux modèles économiques, c'est compliqué, parce qu'en fait, on ne partage pas une lecture commune de ce qu'est l'économie. Et donc, en fait, c'est très difficile de savoir ce qu'est l'économie, finalement. C'est quoi qui a de la valeur? Ça dépend de votre système de valeurs. C'est quoi qui est bénéfique au titre de la vie? Vivray dit, c'est ce qui apporte de la valeur de vie, ou bénéfique en termes budgétaires, comptables, dans un rapport monétaire. Donc, voilà, une limite directe pour savoir si, quand on implique la population, par exemple, on a un système qu'on appelle le 50-50, c'est-à-dire qu'en gros, on reconnaît un droit d'initiative aux habitants. On n'a pas, nous, le monopole de l'action publique en tant que collectivité. Ce droit d'initiative, il peut être exercé sur n'importe quel domaine, à partir du moment où il y a une volonté collective et un engagement à la portée. Et donc, les agriculteurs cherchaient à refaire les chemins ruraux. On a, nous, en tant que collectivité, acheté les matériaux, et les agriculteurs ont ramené leurs machines, leurs bras, leur temps. Ils ont organisé un modèle économique, finalement, pour travailler, refaire les chemins. On a économisé 70% de l'enveloppe. On a payé 30 000 € à la fin, seulement cette opération, qui nous aurait coûté plus de 100 000 € si on l'avait fait avec un marché public, un système classique. Ça génère quoi, économiquement parlant? Certes, il y a de la dépense évitée, mais en termes de confiance, en termes de bien vivre, en termes de relations des uns aux autres, on ne sait pas le dire. Donc voilà, une limite très forte sur cette évaluation en termes de nouveaux modèles économiques. Ce qui me conduit à mon troisième point. Vraiment le dernier, très très vite. Après, on y reviendra. Voilà. Et du coup, donc, on essaye de poursuivre dans cette lancée à travers 2 pistes. La première, c'est la démocratie narrative, concept de Pierre Rosanvallon. En gros, c'est donner la visibilité aux invisibles. Comment on arrive à partir de l'expertise d'usage de ceux qui n'ont pas forcément le droit de parole, et notamment sur un enjeu de réflexivité. Quand on co-construit des politiques publiques avec les citoyens, qu'est-ce que ça génère en termes de transformation du regard de ces citoyens, mais aussi du travail que la collectivité porte? Parce que ça chamboule tout. Vous êtes obligé de vous adapter, c'est du service. Donc, quels espaces on peut essayer de créer pour avoir une auto-évaluation de ces impacts de transformation de posture? Et la deuxième piste, c'est cette dimension toujours nouveau modèle économique. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec la Caisse des dépôts et consignations, qui nous aide à faire un petit pas supplémentaire dans ce sens, c'est-à-dire arriver à qualifier monétairement, économiquement parlant, ces enjeux de transformation écologique et sociale du territoire, et notamment ces enjeux d'implication habitante. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'on y reviendra pendant les questions.
On va peut-être boucler au moins ces propos initiaux liminaires pour revenir sur le premier sujet qui était celui de la première session, à savoir quels outils. Et donc, est-ce qu'on a les outils adaptés pour conduire le dialogue auquel le commissaire général nous appelait. Et là-dessus, du coup, je vais passer la parole à Julie Subervi, qui va nous présenter justement, aussi les résultats de méthodes quasi expérimentales sur les programmes agro-environnementaux. Et peut-être ce qu'on pourrait faire plus sur ce registre, et notamment dans quelle mesure est-ce qu'on peut les utiliser comme une aide au dimensionnement d'autres programmes. Voilà. Et donc la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on articule ces résultats d'évaluation avec justement la conception des programmes et donc la prise de décision sur ces programmes. Merci beaucoup. Oui, donc moi je vais revenir sur un point méthodologique qui a été évoqué plein de fois depuis le début de l'après-midi, qui a l'air trivial et qui ne l'est pas du tout en fait, qui est cette histoire de comment on va faire pour évaluer vraiment bien le programme, donc la politique publique qu'on a mis en œuvre, quel est l'impact de ce programme. Ça nous intéresse d'abord parce qu'on a payé pour ce programme-là, et en plus parce qu'on veut pouvoir le déployer peut-être à plus grande échelle ou dans d'autres zones plus tard. Et en fait, pour pouvoir dire qu'un programme a marché, il faut être en mesure de mesurer la différence entre ce qu'on observe maintenant de la situation et de ce qu'on aurait observé s'il n'y avait pas eu de programme. Et ça, cette situation, elle est inobservable, elle ne s'est pas produite, quoi. Qu'est-ce qui se serait passé en l'absence de programme? On peut demander aux gens ce qu'ils en pensent, mais en vrai, on ne sait pas, on ne l'observe pas directement. Donc, il y a un enjeu vraiment à reconstituer cette situation inobservable, ce contrefactuel. Il y a des méthodes qui existent et qui sont mobilisées. Donc, on a eu des exemples parfaits en début d'après-midi, donc des méthodes statistiques qui sont robustes et fastidieuses, hein, on peut le dire. Mais ça se produit en fait jamais. Ce que les exposés que vous avez eus en début d'après-midi, ça arrive jamais, pratiquement jamais, qu'on fasse une vraie analyse d'impact ex post, tout bien nickel. Ça peut paraître c'est embêtant, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de mettre en œuvre une espèce d'alchimie entre les compétences des pouvoirs publics pour élaborer les programmes agro-environnementaux, environnementaux, moi je travaille à l'INRA alors je parle d'agriculture, mais les programmes environnementaux en général, et les compétences des évaluateurs pour ce qui est de reconstituer les situations inobservables. Ça demande un effort de coordination important, mais il y a un véritable enjeu sur ça. Je vous donne un exemple. Dans le Science Magazine de la semaine dernière, vous pouvez lire un article sur le programme Ecophyto français. Et donc il titre le programme Ecophyto, donc qui vise à réduire l'usage de pesticides en France depuis 10 ans, a échoué lamentablement. Donc en anglais, ça donne « has failed miserably ». Et le chiffre, c'est une évolution, donc un indicateur qui est pertinent, qui est donc les dépenses en pesticides, les achats de pesticides, qui a augmenté depuis 10 ans. Donc, ce magazine est très sérieux, hein, Science, c'est quelque chose de sérieux, donc ils ne se trompent pas quand ils disent que l'indicateur s'est détérioré, mais est-ce que pour autant, ça veut dire que le programme Ecophyto n'a pas marché? Eh bien, évidemment, la réponse, c'est non. Il y a plein de choses qui se sont passées en 10 ans. Le programme a effectivement été mis en œuvre, peut-être qu'il a marché, peut-être qu'il n'a pas marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres choses qui ont évolué. Quand on compare 2018 à 2010, peut-être qu'on compare 2 années qui sont pas du tout comparables. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'usage des pesticides en viticulture. C'est sûr que si on compare une année où il pleut, une année où il ne pleut pas, ça c'est sûr, on va trouver une différence. Mais est-ce que le programme a quelque chose à voir là-dedans? Si je trouve que les agriculteurs qui ont bénéficié d'une subvention de la PAC, un deuxième pilier de la PAC, ont réduit l'usage du glyphosate une année où il n'a pas plu, je ne suis pas bien placée pour dire que c'est en raison de la subvention. S'il ne pleut pas, il n'y a pas d'herbe. S'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas besoin de mettre du glyphosate. Donc, ok, l'indicateur s'est amélioré, mais est-ce que la subvention a quoi que ce soit à voir avec ça? On n'en sait rien. Donc, ce qu'on s'est efforcé de faire dans une étude récente, alors je ne sais même pas s'il y a mon super graphique. Voilà. Je vais vous le mettre en entier, ça ira plus vite. On s'est attaché donc à cette histoire de programme Ecophyto. Donc Ecophyto, ça ne concerne pas les 500 000 fermes françaises, ça concerne surtout le cœur, ça concerne les 3 000 fermes qui ont été volontaires pour bénéficier d'une assistance technique extrêmement sophistiquée et customisée pour réduire l'usage de pesticides en maintenant les rendements. Et
Et ces 3000 fermes, donc nous on s'est intéressé à un groupe particulier, qui est le groupe des viticulteurs, et on a regardé les données. Donc effectivement, si on s'intéresse à ceux qui n'ont pas bénéficié de cette assistance technique, là, ce programme pointu qui s'appelle DEFI, vous avez peut-être entendu parler. Donc les fermes non DEFI, donc effectivement les fermes non DEFI, l'usage des pesticides, c'est ce qui est représenté sur ce graphique. L'indicateur c'est... Ah ben mince. Je trompe, c'est 300 donc les fermes non DEFI, effectivement, elles ont détérioré, leurs pratiques se sont détériorées. Encore une fois, on ne peut pas dire que c'est en raison du programme. Ces fermes-là qui ont fait l'effort de rentrer dans le programme, leur indicateur s'est amélioré. Elles ont diminué l'usage des phytos. Mais là, encore une fois, je ne peux pas me réjouir. C'est comme si je me réjouissais que la déforestation a été freinée en Amazonie pendant la période de réglementation du gouvernement Lula. C'est sûr que ça coïncide. Il y a 70% de taux de déforestation en moins. Pour autant, est-ce que je peux dire que c'est dû à la réglementation du gouvernement brésilien, qui était extrêmement musclé? Sans doute que oui, mais en fait, j'en sais rien. Parce que moi, si je suis éleveur en Amazonie, si le prix de la viande baisse, je ne vais pas m'embêter à déboiser pour installer des pâturages et du soja pour nourrir mes vaches, parce qu'en fait, ce n'est pas rentable. Du coup, oui, j'arrête de déboiser, mais ce n'est pas du tout parce que j'ai peur du code forestier qui est devenu obligatoire. Bon, ben là, c'est pareil. Les fermes DEFI, elles font mieux. Mais est-ce qu'elles font mieux en raison du programme Ecophyto? Eh ben, je ne peux pas le savoir juste en regardant l'évolution temporelle, parce qu'en fait, ce sont des fermes qui étaient déjà plus vertueuses que les autres avant de démarrer, en 2010. Vous pouvez le voir, la courbe, elle part de plus bas. Et donc, je vais m'efforcer de reconstituer le niveau contrefactuel. Qu'est-ce qu'elles auraient fait, ces fermes, si elles n'étaient pas rentrées dans le programme Ecophyto? Donc, par les méthodes qui vous ont été présentées, utilisées par Antoine notamment, on reconstitue ce niveau contrefactuel, mais c'est quelque chose qui est une manipulation statistique qui est extrêmement coûteuse et qui repose sur des hypothèses lourdes. Une autre manière de faire, c'est de mettre en place des expérimentations sociales. Ça oblige à, ce que j'évoquais tout à l'heure, à travailler main dans la main avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire implémenter le programme de manière à pouvoir l'évaluer. Donc, on l'évalue ex post, mais la mise en œuvre du programme se fait ex ante. De manière simple, on va choisir de manière arbitraire, de manière aléatoire, tout au contraire, aléatoire, qui va bénéficier du programme pilote et qui ne va pas en bénéficier. Pourquoi c'est si important d'avoir un groupe qui ne bénéficie pas du programme pilote qui nous intéresse? Ça marche pour l'environnement, ça marche pour tout. Parce qu'on aura un groupe de contrôle. Et ce groupe de contrôle, il nous donnera directement le niveau contrefactuel, celui qu'on s'efforce de reconstituer statistiquement et que des fois on n'arrive pas à reconstituer. Voilà. Et donc ça, effectivement, ça pose des problèmes de coordination importants, peut-être des problèmes politiques, peut-être des problèmes éthiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se fait. Ça ne se fait pas en environnement, ça ne se fait pas en agriculture, ça ne se fait pas à l'intersection des deux. Ça se fait dans d'autres domaines, des chercheurs français qui l'ont fait dans le domaine de l'emploi, qui ont évalué de manière précise, par une expérimentation sociale, la pertinence d'une politique de retour à l'emploi. Donc ils ont pu mesurer de manière précise la différence entre ce qui se passe avec une politique A et ce qui se passe quand il n'y a pas la politique A en question. Et ils peuvent évaluer la différence de manière précise. Et ça fait considérablement avancer les choses. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être dans un agro-environnement, on pourrait faire la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander, j'entendais des réactions, donc je ne sais pas s'il y a des intervenants qui veulent déjà réagir aux présentations des uns et des autres. Non, M. Bourreux pas... Non, juste pour confirmer, randomiser, c'est le rêve, quoi. Bon. Mais il y a des fois, c'est difficile. Et il y a on l'a fait, par exemple, en économie de la santé. Ça a été fait pour voir, par exemple, le comportement des gens selon qu'ils avaient des tickets modérateurs, pas des tickets modérateurs. Simplement pour faire ça, pour qu'ils soient vraiment dans une situation d'expérience, il fallait garantir à tous les gens qui rentrent dans l'essai qui seraient aussi bien que dans la situation qu'ils auraient choisi spontanément ou quelque chose comme ça. Donc c'est des choses... on fait des essais randomisés en épidémiologie. C'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup en économie parce que c'est pas toujours évident. Pour autant, pour aller dans ce sens-là, c'est qu'il y a des fois on tâtonne tellement sur des politiques où pendant 10 ans, 20 ans, on revient sur les zones pollution de l'air, etc.,
qu'on se dit qu'on aurait eu le temps de faire un essai randomisé proprement et qu'au moins on aurait vraiment su ce qu'il fallait faire. Voilà. Oui, peut-être moi une autre réaction, parce que j'avais prévu de le mentionner dans mon exposé, et puis finalement j'ai zappé à la fin, et du coup je rebondis. Il y a en effet un truc, quelque chose qui est absolument crucial dans cette démarche, c'est bien la notion de scénario de référence. Et un des défauts des évaluations ex ante, mais pas seulement ex post, c'est la question de la définition du scénario de référence. C'est un des points de faiblesse des évaluations auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, le raisonnement qu'on a, c'est de considérer par exemple que quand on prend l'impact d'une infrastructure routière ou autre, ferroviaire, quelle qu'elle soit, de toute façon, une infrastructure, d'être sur un scénario de référence avec des plans routiers qui ont été conçus, pour certains, il y a 40 ans. Je vais vous citer un des plans qui est utilisé comme référence, qui est le plan routier breton du temps du général de Gaulle en 1969. Et si vous prenez un scénario de référence qui est celui du facteur 4, tel qu'effectivement, théoriquement, la France est engagée dessus, le scénario de référence est radicalement différent. Et donc, quand vous avez un projet d'infrastructure qui vous est présenté, je veux dire, globalement, l'impact que vous analysez, est-ce que c'est par rapport au plan routier breton ou est-ce que c'est par rapport à ce scénario de référence-là, rêvé, mais pour l'instant, dont la concrétisation se fait encore un petit peu attendre? Merci. On va prendre les questions dans la salle. Devant, là, juste. Salut, oui. Ouais. Marie-Hélène Dussault, moi je travaille au ministère de la Recherche dans le service de la stratégie pour la recherche dans le domaine de l'environnement. Donc je suis très intéressée par vos exposés et j'ai une question ou une réaction un peu en deux volets. D'une part, de ce qu'on a entendu, on a l'impression qu'on a des résultats quand même plutôt positifs. Monsieur Bureau, vous avez mentionné la prise en compte des effets à long terme, du coup du changement climatique, enfin des choses qui paraissent extrêmement difficiles et pertinentes à faire. Et pour autant, je rejoins, je crois, Monsieur Levendic là-dessus. Moi, j'ai l'impression que les politiques ne sont, en termes, je parle du changement climatique, je parle de la conservation de la biodiversité, par exemple, sont pas vraiment efficaces. Alors, le sont-elles par rapport à un scénario de référence ? Peut-être. C'est important de se poser la question, mais c'est important aussi de se poser la question si on atteint une cible vivable pour notre société. Donc, moi, je me pose la question du retour sur cette évaluation. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ces politiques qui, même si elles ont certains aspects positifs, finalement, les derniers rapports du GIEC nous montrent bien que les émissions de gaz à effet de serre, ça continue. Ça, c'était le premier volet. Et puis le deuxième, c'est de par ma profession actuellement, moi je donne des priorités dans les domaines de la recherche et par exemple sur les sciences climatiques, on met quand même bon an mal an 200 à 300 millions par an pour construire le socle de connaissances sur lequel les scientifiques du monde entier ont pu trouver un terrain de dialogue. Je dis pas qu'ils ont trouvé des moyens de réduire les émissions, mais en tout cas, cet investissement immatériel, on va dire, a permis d'obtenir cela. Et la contribution du ministère de la Recherche, elle est très souvent invoquée dans les plans nationaux. Je pense à santé environnement, je pense à plan de diversité. Il y a toujours des items qui sont on va faire de la recherche. Donc on se trouve aussi à se poser la question de l'impact de cet investissement. Et c'est très difficile dans l'état actuel, et je serais très heureuse d'entendre vos pistes de réflexion sur la façon dont on évalue l'impact d'une politique de recherche de très long terme, visant simplement, je mets beaucoup de guillemets à ce simplement, à construire, je le disais, un socle de connaissances partagées pour l'avenir. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas de main qui se lève tout de suite, on va peut-être prendre 2-3 questions et puis comme ça, chacun pourra réagir ensuite. Préparer déjà la réponse parce que elle n'est pas simple et réagir à plusieurs interventions. S'il vous plaît, il y a une question là. Oui, vous ne voyez pas. Ah oui, attendez, pardon, il y a Bérangère Mesqui là et ensuite je vous passe la parole tout de suite après. Oui, moi j'avais juste une question rapide sur les questions de gouvernance. Antoine de Chez-le-Prêtre insistait tout à l'heure sur l'importance de prévoir dès la mise en place des dispositifs la collecte des données. On a vu qu'en France on n'était pas très bon pour ça.
Est-ce que côté OCDE, vous avez des pays vous avez vu des pays qui font ça mieux que nous, qui ont des bonnes pratiques un peu institutionnalisées sur la systématisation de l'évaluation et la réflexion en amont sur la collecte des données. Et je pense que c'est aussi une question au niveau local. Est-ce que à Los Angeles, vous avez essayé de développer comme ça un système d'information pour pouvoir suivre vos résultats en matière environnementale, ou est-ce que c'est des questions que vous vous posez au niveau local? Merci. On prend une dernière question, puis après on va apporter des réponses. Oui. Donc la personne... Oui, de nouveau, Guylaine Yerceau. Je voulais intervenir sur la question de... Il y a des évaluations qui sont faites. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la définition d'une évaluation, mais si quand même, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, dont des rapports parlementaires sur le chlordécone. Il y a eu même participation, donc il y a eu des rapports au Sénat, enfin bref, il y a eu 10 rapports, j'exagère quand je dis 10, mais pas loin, avec des décisions signalées et des évaluations des impacts sur l'environnement et sur la santé. Et alors je sais bien que vous n'allez pas pouvoir répondre, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des documents, il y a des chiffres, il y a des évaluations, mais elles ne sont pas prises en compte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, on travaille sur les objectifs de développement durable. J'étais hier à l'INSEE, dans le cadre du CNIS, et on définit des indicateurs qui permettent peut-être d'avoir, qui permettraient d'avoir une évaluation plus globale, et d'autant plus que c'est sur, je veux dire, une définition mondiale avec des dispositifs mondiaux et un langage commun. Et j'aimerais savoir dans l'assistance ce que vous en pensez. Est-ce que ça va être une aide à la décision ou pas du tout? Voilà. Merci. Alors, je vais peut-être passer la parole à Frédéric Zegel, parce que vous avez été interpellé directement, et puis vous pourrez peut-être apporter une réponse sur, finalement, où est-ce qu'on en est dans l'efficacité collective globale mondiale des politiques. Donc, je vous laisse la parole. Oui, déjà un commentaire sur le constat du retard de la France dans ce domaine. Je n'ai pas l'impression que ce soit le constat qui soit partagé à l'OCDE. Et pour vous dire la vérité, quand j'ai interrogé mes collègues qui travaillent particulièrement sur l'évaluation dans les pays, je leur demandais un exemple qui ne soit pas la France, parce que je sais que la France n'aime pas qu'on lui dise que c'est un bon élève. Et pourtant, ils citaient la France comme parmi les bons élèves. Donc, pardon, mais... et je pense que l'examen a montré, en tout cas, que sur tout ce qui est les institutions d'évaluation, il y en a énormément. Après, ce qui est sur la coordination de ces institutions, sur les possibilités d'aller plus loin dans le regroupement des évaluations pour les mettre à disposition d'un plus large public. Ça, il y a toujours des progrès à faire, mais sur le constat, déjà, je crois qu'on ne partage pas forcément la même idée. Sinon, j'ai cru comprendre qu'évidemment, les pays anglo-saxons, enfin les Royaumes-Unis, les États-Unis, le Canada avaient plus une culture de l'évaluation, mais n'ayant pas moi-même travaillé sur ces pays récemment, je ne peux pas vous citer d'exemples très précis. Du coup, peut-être Monsieur Perdrija sur Los Angeles également, puis après on viendra sur les questions plus générales. À l'échelon local, en fait, c'est la question de l'organisation réflexive que vous posez, c'est-à-dire la capacité qu'on a en transversalité dans différents services, entre élus et techniciens, à se poser la question d'un référentiel d'évaluation de nos propres politiques. Évidemment qu'on travaille dessus. On travaille dessus même en essayant d'internaliser les externalités des politiques environnementales. Quand on essaye de transformer le monde, on peut créer du burn-out. Comment on évalue les impacts négatifs sur les ressources humaines et l'environnement de travail de nos politiques publiques. Donc ça, c'est des choses qu'on structure. On a des méthodes qu'on déploie un peu de manière spontanée. Enfin, ce n'est pas des méthodes plaquées, mais qu'on invente pour arriver à structurer des espaces de réflexivité qui permettent d'évaluer finalement à la fois notre coopération au travail, les impacts qu'on génère, et les impacts thématiques sectoriels sur les politiques publiques qu'on crée. Là, par exemple, ce matin, on avait une réunion sur, on a combien de logements en éco-construction? Parce que c'est une question, le maire annonce 10% de logements, et donc il fallait avoir les services RH, le service de l'urbanisme, le service du coup technique, se mettre d'accord sur c'est quoi l'éco-construction,
Est-ce qu'on prend le HQE des années 90, la haute qualité environnementale, ou est-ce qu'on prend le C+, E+, C-, la nouvelle norme thermique à arriver en 2020 ? Voilà, c'est quoi la référence pour dire on a 10% de logements d'éco-construction ? Et donc finalement, on s'est mis d'accord et on a réussi à sortir un chiffre et il est ancré. Et on sait l'expliciter, le légitimer. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais on le fait aussi, je parlais des hirondelles tout à l'heure avec les citoyens. On sait dire qu'on n'a plus de nid d'hirondelles depuis 2016 à Los Angeles, alors qu'il y en avait une quinzaine au début des années 2000. Voilà, ça c'est aussi des données qu'on a. L'effondrement de la biodiversité, il se passe aussi concrètement dans nos territoires. Merci. Peut-être soit M. Lodavik, soit M. Bureau sur... finalement, on ne constate pas forcément vraiment une amélioration de l'efficacité ou de l'efficience des politiques malgré des outils et malgré des fonds qui sont consacrés sur l'amélioration des connaissances. Alors, moi, sur les fonds sur l'amélioration des connaissances, je vais donner un point de vue totalement extérieur, mais ma première réaction en vous entendant, c'est de dire... c'est une réaction un peu subjective, et puis après je vais essayer d'être un peu plus objectif. J'ai envie de dire, quand on a effectivement dépensé de l'argent, il s'est avéré très utile, je crois. Malheureusement, on n'en dépense pas. Enfin, malheureusement, je pense que les programmes de recherche incitative dans le domaine de l'environnement, j'en sais rien, je ne sais pas à quel niveau ils sont par rapport à ce que je connais quand j'étais dans cette maison, dans la maison qui hébergeait ici avant, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu, d'ailleurs parfois ils ont le même titre que ceux que je connaissais. Donc je pense pas qu'on en fait trop pour la recherche incitative en environnement. Ça ne veut pas dire qu'il faille bien la piloter, qu'il faille regarder pourquoi 1 euro. Alors pourquoi par contre, donc je vais maintenant être un peu plus objectif. Les politiques de l'environnement, effectivement, et c'est une spécificité du secteur, sont des politiques où on a des sujets nouveaux tous les jours et sur lesquels on n'a pas la science, quoi. C'est vraiment, c'est-à-dire, et je vais prendre plusieurs exemples. Il y a un prix Nobel d'économie, tout le monde, certains se gaussent en disant, il a dit qu'il fallait mettre un prix de la tonne de carbone de 5 € la tonne. Donc les gens disent c'est ridicule, etc. Sauf qu'il l'a dit en 1989. Et quand on regarde ce qu'il avait comme matériaux pour dire ça, c'était pas forcément idiot d'avoir dit ça, en ayant été quand même le premier à intégrer et d'avoir une vision dans laquelle l'environnement n'était pas simplement pour être en termes économiques en équilibre partiel à la marge de l'économie, mais dans un modèle qui essayait d'intégrer le changement climatique dès le départ dans l'économie. Donc, mais à l'époque, effectivement, on n'avait pas des valeurs, on n'avait pas ce qu'a apporté le groupe 2 du GIEC, les 5 rapports du groupe 2 du GIEC, qui eux-mêmes font la synthèse de toute la recherche qui s'est faite sur les impacts pendant un certain nombre d'années. Mais bon, l'exemple du GIEC est un bon exemple comment la science, enfin parce qu'il y a eu la science du climat sur le groupe 1, puis la science quand même des impacts sur le groupe 2, où à chaque fois, effectivement, le nombre de références scientifiques, mais alors on en a absolument besoin pour progresser, c'est-à-dire que les politiques... on ne peut pas faire de politique environnementale sans base scientifique. Enfin, la base de la politique environnementale, c'est d'abord du management des connaissances pour pouvoir faire ce qu'en anglais on dirait knowledge-based policies. Mais on a vraiment besoin, donc, je veux dire, pour répondre à votre question, il faut quand même l'apprécier à la hauteur des enjeux qu'il y a si on n'arrive pas à faire les politiques. Alors, et puis ce qu'a déclenché, on peut faire, sur les particules fines, c'est l'article du Lancet en 1900, enfin bon, les relations dose-effet de Pope et d'Ockrick étaient un peu antérieures, puis après, mis ça dans des modèles où il y avait l'exposition, et l'article du Lancet de 2000 ou 99. Donc à chaque fois, les politiques se sont construites sur des bases scientifiques, et même sur le climat, et si on fait sur la science du climat, là, il y a quand même eu un long temps où les gens se disaient, mais... il n'y a pas de doute sur les gaz à effet de serre. Par contre, est-ce que l'effet anthropique peut être celui qu'on dit compte tenu de toutes les réactions, etc. Il fallait avoir la base scientifique. Donc on a absolument besoin de la base scientifique pour faire des politiques efficaces. Et puis on a des sujets nouveaux. On a par exemple, je ne sais pas, les perturbateurs endocriniens. Et le constat que faisait la commission du Lancet sur la pollution atmosphérique, l'article qui a eu pas mal d'écho il y a peu de temps, disait très clairement que
il fallait des institutions ensuite pour s'en saisir. C'est-à-dire, effectivement, il y a une interaction entre le développement de la science et puis des institutions qui peuvent s'en saisir. On a créé le GIEC, on a créé l'IPBES, je sais plus. Enfin, le GIEC de la biodiversité, on voit ce que ça change, donc on a besoin de cette action. S'il n'y a pas les institutions qu'il faut pour pouvoir s'en saisir, effectivement, et même quand elles sont là, c'est très frustrant. Ce que je pense qu'en tant que pilote de la recherche, qu'on a besoin, c'est de se dire que s'il y a les bonnes institutions en place, il ne faudrait pas qu'elles soient bloquées par le fait qu'on ait les scientifiques, que les programmes de recherche n'aient pas fait leur travail, quoi, voilà. Mais effectivement, c'est très frustrant, mais je ne crois pas qu'on en fasse trop sur l'évaluation des nouveaux enjeux liés à l'environnement. Oui, peut-être un autre regard, un regard complémentaire par rapport à ce que vient de dire Dominique. On ne peut pas douter du fait que, par exemple, par rapport aux pratiques des années 2000, il y a un progrès manifeste, y compris dans la connaissance et y compris sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est un point qui est important parce que nous, on le voit notamment à la composition des études d'impact. Quand il y a des projets qui ont été déclarés d'utilité publique en 2006-2007, qu'on voit sur quelle base ils ont été déclarés d'utilité publique, et qu'on revoit ces projets parfois 10 ans après, parce qu'ils ont pris un certain temps, etc., parce qu'on revoit, le dossier qu'on voit 10 ans après n'a rien à voir avec le dossier qui a été fait il y a 10 ans. Donc ça veut dire que ça, déjà, c'est concret, ça se voit. Ce qui est compliqué, effectivement, à déterminer, c'est de savoir si on en a pour son argent, c'est-à-dire, en clair, quelle est l'efficacité de la démarche qui a été conduite, c'est-à-dire, en clair, du coup, est-ce que le prix qui a été payé dans tout ça apporte quelque chose ? Et puis, du coup, c'est effectivement de voir si, alors, des progrès, on en voit sur un certain nombre de sujets. Je reviens sur les questions de biodiversité quand même, là aussi, par rapport aux souvenirs que je pouvais avoir il y a 15 ans. Mais il y a quand même des choses qui ont quand même notablement évolué, justement sur la prise en compte de ce qu'on appelle les continuités écologiques, un sujet vraiment vraiment dont personne ne s'occupait vraiment ou un petit peu il y a 15 ans. Mais sur les espèces protégées ou sur les espèces non protégées, d'ailleurs sur un tas d'espèces d'intérêt communautaire, Natura 2000, tout ça quand même a été un investissement important qui, je dirais, laisse des traces. Laisse des traces, c'est presque minorer un peu l'effet, c'est-à-dire que c'est au moins, globalement, le minimum. Il y a certains sujets sur lesquels je pense que, du coup, l'érosion a été un peu ralentie, mais comme l'a dit Dominique avec une certaine prudence, c'est ce qu'on ne sait pas bien, c'est de savoir effectivement si ce rythme-là est suffisant ou pas. On le sait probablement sur certains domaines, sur les oiseaux marins, sur des choses comme ça, sur les oiseaux tout court. Je veux dire, globalement, il y a un effondrement. Donc ça, on le voit bien que c'est pas suffisant. Je veux dire, c'est bien évident, c'est bien clair. Donc c'est probablement moins pire que si ça n'avait pas été fait. Après, de vous dire effectivement, je dirais, est-ce qu'on en a eu pour notre argent? Ça, c'est plus compliqué à déterminer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y en a 3. On prend les dernières. Je ne sais pas combien de temps on va se donner, peut-être les 10 minutes qu'on avait prises de retard. Voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 questions. Pardon, le monsieur avec le micro. Oui. Oui, c'est une question sur... Allô, ouais. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci. C'est une question sur la continuité. Il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Vous m'entendez? Le monsieur à gauche, là-bas, voilà, et après, juste après l'autre monsieur. Voilà. Merci beaucoup. En fait, ça rebondit sur l'intervention de la dame tout à l'heure qui évoquait les indicateurs qui sont sortis, je crois, en juin 2018 par le CNIS. Ma question porte sur la continuité des indicateurs, c'est-à-dire que dans le schéma national de développement durable, je ne connais pas le terme exactement, il y a eu une série d'indicateurs sur 2003-2008, à peu près, après 2008-2010, et puis une troisième. Et en fait, on voit que les nouveaux indicateurs ne sont pas en continuité des anciens indicateurs qui avaient été établis. Donc, pourquoi il n'y a pas une continuité dans la définition de ces indicateurs, puisque à chaque fois, il y a des investissements qui sont faits pour collecter la donnée, la formaliser, l'échanger, etc. Merci. Donc le monsieur qui avait le micro. Oui, également. merci. Il y aurait beaucoup de questions à poser sur ce sujet qui est l'environnement. Alors, j'en retiens qu'une seule.
qui est en rapport avec la pauvreté et le logement. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, que la loi sur le logement digne, le logement décent, a créé plus de pauvres, a mis plus de gens dans la rue qu'avant la loi. Alors, est-ce que vous pouvez dire comment est-ce qu'on pourrait justement faire en sorte que, par exemple, les bonnes lois ne puissent pas mettre les gens dans la rue? Voilà, merci. Merci. Il y avait une question devant, là. 2 questions, tout devant. Ah, la dame, et après les 2 questions devant, et après on arrêtera. Voilà. Il nous faudra un micro là et là. Oui, Juliette Van Wassenhoff du cabinet Greenflex. Je me posais la question de la réflexion sur l'évaluation d'impact en termes de services écosystémiques rendus. Et est-ce qu'elle pourrait jouer, dans le cas de la biodiversité par exemple, le même cas que la réflexion sur le prix du carbone pour les émissions de gaz à effet de serre? Merci. Donc il y avait deux mains ici. Merci. Ma question porte sur les produits phytosanitaires. Vous avez dit, madame, qu'il était difficile de mesurer l'incidence d'éco-phyto parce que les fermes volontaires étaient déjà plus vertueuses que les autres, et votre graphique le mettait parfaitement en évidence. En revanche, je voulais savoir si vous aviez pu mesurer l'évolution des consommations de produits phytosanitaires avant le plan éco-phyto dans chacune des 2 cohortes. Merci. Et on prend la dernière ici. Allez-y, si vous parlez fort ou demandez un micro. Je vais juste revenir sur ce que vous avez dit des expérimentations. Il y en a plein en développement, il y en a un peu en éleveur, mais il y en a très peu en environnement. Oui, je parle des expérimentations politiques. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il n'y en a pas? Est-ce que c'est parce que... Est-ce que vous, personnellement, vous avez essayé et essuyé des refus? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est une question de culture, et qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour changer ça? Parce que je suis volontaire pour en mettre en œuvre. Donc on va peut-être s'arrêter là pour les questions. Je vais peut-être passer la parole à Julie Subervi parce qu'il y a plusieurs questions qui s'adressent à elle. Oui. Alors, je ne sais pas encore comment évoluer les 2 cohortes, mais je vais bientôt le savoir. Parce qu'en fait, par chance, parce que encore une fois, donc, on a des problèmes effectivement pour avoir des données de qualité, mais enfin quand même le service statistique public, le SSP, fournit en tout cas en agriculture des données suffisamment précises. Et figurez-vous que par chance, certaines fermes des 2 cohortes, celles qui sont participantes et celles qui sont non participantes, ont également été enquêtées plusieurs années consécutives par le ministère de l'Agriculture. Donc il n'y aura pas tout le monde, mais il y aura un échantillon représentatif, et donc on pourra voir s'ils ont suivi leur trajectoire ou s'il y a un break dans la tendance, et ça on sera ravis si on l'observe. Voilà. Donc on ne sait pas aujourd'hui, mais peut-être le mois prochain je saurai. Et pourquoi on ne fait pas des RCT en environnement ou en agro-environnement? En fait, on commence tout juste à le faire. Je ne pense pas qu'il y ait... Bon, il y a peut-être un blocage politique, mais qui, à mon avis, va se lever tout simplement avec le temps. On a coutume de dire, par exemple, que les agriculteurs, ça va être très difficile d'expérimenter avec les agriculteurs pour tout ce qui est subvention agro-environnementale, parce qu'il ne faut pas punir certains agriculteurs en les privant d'une subvention sous prétexte qu'ils sont dans le groupe de contrôle. Bon, ça, moi, j'y crois pas du tout, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on propose des subventions aux agriculteurs, et que sur les 500 000 fermes françaises, il y en a vraiment un tout petit nombre qui y souscrivent. Donc c'est pas parce qu'on va introduire un projet pilote en plein milieu que ça va perturber grand monde, à mon avis. Après, peut-être que politiquement, ça peut faire quelque chose, ça peut faire un effet plus gros que j'imagine, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne pense pas. Et de fait, on a commencé des micro-expérimentations, pas avec les pouvoirs publics, pas avec le ministère de l'Agriculture ni avec la Commission européenne, mais avec des coopératives. Des gens qui sont volontaires parce qu'ils ont un salarié au sein de la coopérative qui est animateur de territoire et qui veut améliorer les pratiques des agriculteurs et qui est d'accord pour faire une expérience aléatoire en nous donnant la liste des coopérants et en disant, ben voilà, on va tirer au hasard le groupe à qui on va diffuser un certain type d'informations
dans l'espoir de changer leurs pratiques pour qu'elles soient plus vertueuses. Et puis un groupe avec qui on ne va rien dire. Ils vont continuer à faire leur vin comme d'habitude. Et puis à la fin de l'année ou l'année prochaine, on verra s'il y a une différence dans leurs pratiques. Voilà. Et donc ça, on commence à le faire. On l'a fait un peu en Languedoc-Roussillon. On a fait dans le Tarn pour tout ce qui est pratique d'irrigation, pour le maïs. Et il y a une expérimentation qui a démarré dans Hauts-de-France pour savoir s'il était possible, oui, d'encourager les souscriptions aux mesures agro-environnementales. Et que ça, c'est en cours. On le saura bientôt, on aura bientôt la réponse. Ce que je veux dire, c'est que c'est en route. C'est en route avec plusieurs années de décalage avec les autres domaines et surtout avec les autres pays, parce que là, pour le coup, la France est vraiment hyper en retard par rapport aux autres pays, certains pays européens, qui, eux, font des expérimentations sociales tout le temps. Voilà. Donc ma réponse est plutôt positive, c'est encourageant. Merci. Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer sur la question de l'homogénéité des indicateurs qui nous a été posée 2 fois collectivement ? Compléter, Antoine, je pense qu'on a renaclé un peu pour la raison que j'ai dite, à savoir que ce qu'on aurait cherché, c'est à imaginer faire l'évaluation de l'impact de la fiscalité environnementale qui va transiter par de l'investissement, qui va être à long terme, qui va dépendre d'une continuité pendant des années, etc. Et ça, c'est difficile. Par contre, on sait que le design des politiques environnementales est très important et on peut aussi avoir et qu'on a même d'ailleurs des problèmes pour assurer cette crédibilité des politiques environnementales. Et là, ça peut donner des idées de choses peut-être plus ponctuelles sur le design ou sur des instruments complémentaires de politique. Alors, Bérangère rigole. Par exemple, de mettre des certificats de garantie si les gens s'engagent dans cette politique. Enfin, si l'État change sa politique, on le dédommagerait. Et donc, à ce moment-là, d'avoir des moyens, d'avoir des réactions relativement rapides et d'avoir des études où on peut faire des randomisés qui vont répondre à une question relativement précise. C'est-à-dire, si on cherche à répondre à la grosse question, c'est sans doute difficile. Mais si on cherche à répondre à des questions de design qui sont sans doute très importantes pour la confection des politiques environnementales, là, je pense qu'on pourrait se poser la question pour une mobilisation plus systématique de ce type d'instrument. Je peux enchaîner... Enfin, c'est une réaction comme ça, quoi. Mais ça nécessiterait, ce qui serait intéressant, c'est que ça nécessiterait sans doute plus de dialogue entre à ce moment-là les chercheurs et dans les gens qui font le design des politiques pour voir les questions précises et où on pourrait améliorer, quoi. Sur les indicateurs, moi j'ai envie de vous répondre que le problème c'est qu'on a cherché à améliorer à la marge qui existait en faisant les nouveaux indicateurs de richesse, etc. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment changer d'échelle et avoir une démarche systématique sur ce qui s'appelle aujourd'hui les objectifs de développement durable, les ODD. Et au fond, il y a un moment, on s'est dit, il faut reprendre, pas la page blanche sur toutes, mais on s'est dit, bon, d'une part, qu'il fallait fusionner les deux démarches. C'est la démarche, c'est dit aux Nations Unies, mais de fusionner, enfin, le sens des ODD, c'est la fusion de la démarche développement et de la démarche environnement, développement durable, et de faire qu'on ait une seule batterie d'indicateurs pour aborder l'ensemble des sujets, et donc y compris pour aborder des sujets de logement tels que vous le citez. Donc, il y a un moment, on s'est dit, on arrête de travailler séparément, on travaille ensemble. Et deuxièmement, on se fixe comme enjeu non pas de trouver des indicateurs pour qu'un décideur puisse faire des tableaux de bord, mais on se fixe vraiment, on se met en situation de faire que ça a la robustesse de ce qu'on crédite de la statistique avec des séries longues, des ruptures de séries documentées. Et donc, actuellement, le travail du CNIS, c'est un travail sur les 169 indicateurs, ce n'est pas tout à fait le tableau de bord framoin, mais en réalité, il y a Pardon ? Il y en aura 98, et ces 98 documentés comme des séries statistiques de manière à pour les suivre, et quand on en changera, on documentera aussi les ruptures de série, les changements de méthodologie. Donc il y a vraiment un changement de démarche majeur pour faire qu'on arrête au fond de démarches qui sont utiles, mais qui sont des démarches à la marge de ce qu'on avait mais qui butent sur le fait qu'on a besoin réellement de créer une infrastructure pour fabriquer cette statistique. Et je pense qu'on est en train de se donner les moyens pour le faire. Et de ce point de vue-là, je pense que le rapport est une étape, 10 ans après le rapport Stiglitz-Sen. C'est une étape, je pense, tout à fait importante, les ODD, de ce qu'a fait le CNIS, quoi, et qui va changer les choses pour avoir des indicateurs de suivi. Merci. Je crois qu'on va en rester là. Donc
Donc moi je ne pourrais que conclure qu'il faut qu'on fasse plus d'évaluations de meilleure qualité et surtout qu'on les utilise beaucoup mieux. Je crois que c'est la grande conclusion de l'après-midi. Donc je remercie évidemment les intervenants, les participants et France Stratégie pour l'organisation de ce cycle de séminaires. Et nous, on va s'arrêter là pour l'après-midi. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.stratégie.gouv.fr.